BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent des États-Unis, du Canada et de Hongrie, des regards extérieurs qui sont précieux pour nous aider à sortir de notre prisme franco-français. Vladimir Poutine vient de clore son forum de Saint-Pétersbourg, le Davos suisse, sous les fumées des drones ukrainiens. Son message à l'Occident, l'état de son économie, la main tendue de Zelensky qui appelle à la fin de la guerre. On tentera de comprendre dans quel état d'esprit est la Russie. On filera aussi aux États-Unis où vous verrez Donald Trump fait la pluie et le beau temps sur le Parti républicain et sur les primaires qui ont eu lieu cette semaine avant les midterms au mois de novembre. Aux États-Unis, où les symboles impériaux pleuvent avant les 80 ans de Donald Trump et les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, ce sera le 4 juillet. Les experts sans frontières, c'est parti. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les experts sans frontières. Ils viennent de me retrouver autour de moi, nos experts sans frontières. Romuald Sciorra qui arrive juste de New York, un chercheur américain associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, auteur de cette BD qu'on a beaucoup aimée, America 250, une histoire graphique des États-Unis. Et puis apparaître Lettre ouverte à Trump d'un Américain de papier. Je crois que c'est pour septembre, hein, c'est ça Romuald ? Début septembre. Début septembre, on suivra ça avec grand intérêt. Bienvenue dans les experts sans frontières. À côté de vous, Stéphane Bureau, journaliste québécois, spécialiste des États-Unis, qui officie au quotidien aux côtés d'Emmanuel Le Chip et d'Apolline de Malherbe sur BFM TV, et animateur et producteur du podcast que je vous recommande chaleureusement, qui s'appelle Contact. Bienvenue Stéphane. Merci Mathieu. Et puis Sandrine Weiss, journaliste franco-hongroise, spécialiste du commerce international. Bienvenue. Bonsoir. Et Steven Ekovitch, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Bonsoir Steven. Rapidement, parce que Stéphanie Colo venait d'en parler dans le journal, j'aimerais vous faire réagir Romuald, parce que vous avez publié il n'y a pas longtemps pour l'Université Columbia un texte autour de l'IA et du transhumanisme. Là, on apprend juste que Anthropic lance une alerte mondiale en disant que là, ça y est, ils sont sûrs que les IA vont pouvoir s'auto-générer et que ça devient potentiellement une menace pour l'humanité. Et donc, ils lancent une alerte en disant il faut réguler à vitesse grand V, voire tout arrêter. Oui, ils sont les champions de ce genre d'alerte. C'est aussi de l'autopromotion. C'est, regardez, on est tellement bon qu'on en devient presque dangereux. Donc, allez, un petit moratoire, mais n'oubliez pas de nous financer. Mais néanmoins, il est vrai que... Ça opère très bien pour les crédules de mon genre mais non, mais il est vrai que qui part en courant en disant ça y est, c'est Skynet. Mais il est vrai quand même que les progrès sont faramineux. Mais juste en une seconde, ce qui, moi, me nave, c'est on parle tous de l'intelligence artificielle depuis quelques années. Beaucoup de personnes se sont réveillées comme si c'était tout nouveau avec ChatGPT. On oublie les dangers du transhumanisme qui nous guettent d'ici 5-8 ans avec les premières puces cérébrales qui seront mises en vente et qui seront à la disposition de ceux, évidemment, dans le pays dans lequel je vis, où on laisse des enfants de 5 ans mourir parce qu'ils ne peuvent pas se payer l'hôpital, de ceux qui ont les moyens de se les payer. C'est ça. Et le danger, c'est de se diriger vers une humanité qui se divise en deux, les pucés et les non-pucés. Première, une rupture ontologique dans notre espèce, la première depuis la disparition de Néandertal. On en parle. Stéphane. J'allais ajouter que la surprise, c'est d'être surpris parce que cette annonce aujourd'hui, on sait depuis plusieurs mois, plusieurs années même que l'intelligence artificielle se développe plus rapidement qu'on ne l'imagine. Avec cette semaine, une annonce, mais qui est le début de quelque chose du côté de la Maison-Blanche, un décret présidentiel signé par Donald Trump pour tenter de brider. Alors, il y avait une grande cérémonie qui avait été annoncée il y a 3 semaines où tous les patrons de l'IA devaient être réunis et être souriants à l'idée d'être bridés. Alors, c'est pas très coercitif, cette première version. On demande aux producteurs de l'intelligence artificielle de présenter leur nouvelle version pour qu'ils soient testés ou qu'elle soit testée, par exemple, par la National Security Agency. Donc, ça serait sur une base volontaire, mais c'est évident que ça ne le sera peut-être pas pour toujours sur une base volontaire, mais qu'il y a aussi beaucoup de résistance chez ceux qui sont à livrer le combat de l'intelligence artificielle et aux côtés du président, son tsar de l'intelligence artificielle et de la crypto, qui est très puissant et qui ne voulait absolument rien entendre de ralentir cette nouvelle course aux armements. Parce qu'entre la Chine et les États-Unis, l'IA, c'est la nouvelle course aux armements. Ouais, d'ailleurs, les états-majors russes ont fait savoir début septembre que quand ils voient ce qui se passe sur le champ de bataille ukrainien,
La première leçon, c'est l'armée qui aura le plus de puissance de calcul sera l'armée qui prendra l'avance sur les autres. On referme cette parenthèse, mais c'est un sujet évidemment qu'on développera régulièrement dans les Experts sans frontières. J'aimerais qu'on file à Saint-Pétersbourg, puisque cette semaine, pendant 3 jours, s'est tenu le Davos russe de Poutine, le forum de Saint-Pétersbourg, un forum économique qui en fait est une tribune économique qui lui sert pour faire ses diatribes anti-Occident. J'aimerais qu'on écoute, c'était tout à l'heure, il y a juste 2 heures, Vladimir Poutine qui faisait un grand discours pour clore ces 3 jours de débat et qui tire à boulet rouge sur la devise star de la mondialisation, bien sûr, le dollar. Écoutez-le. Avec la mise en place des restrictions unilatérales et des soi-disant sanctions, les pays occidentaux ont pratiquement désactivé les mécanismes de l'OMC en sapant la confiance en cette institution. Les entreprises et les pays doivent trouver une autre solution et ils le font tout comme la Russie, car elles risquent de perdre à tout moment l'accès à leurs actifs en dollars et en euros. Ils peuvent aussi perdre l'accès aux infrastructures financières occidentales. Vous et nous comprenons que tout cela relève d'une concurrence déloyale. Voilà, donc ça c'est un discours, j'allais dire, assez classique chez Vladimir Poutine, et en même temps, voilà, il s'appuie sur son auditoire où il y a tout le Sud global qui est face à lui pour leur dire, regardez, finalement, si jamais on est fâché avec l'Occident, ils appuient sur un bouton et on est trop dépendant de ce dollar. Poutine n'est pas le premier à fustiger contre le dollar. C'est une vieille histoire dans le monde. Charles de Gaulle faisait la même chose en disant que le dollar était le privilège exorbitant des États-Unis. Donc, c'est pas étonnant que Poutine aussi allait râler contre le dollar, surtout parce que son économie, semble-t-il, d'après les économistes, ne va pas très bien. Et il paraît aussi que les oligarques commencent à s'inquiéter un petit peu, à mettre un peu de pression, que ça commence à coûter beaucoup d'argent. La guerre coûte beaucoup d'argent. Mais d'un autre côté, il est un peu coincé parce que toute son économie maintenant est axée sur la guerre. Donc, il ne peut pas quitter les guerres parce que ça coûte trop cher, mais en même temps, s'il quitte la guerre, qu'est-ce qui va devenir son économie qui est maintenant axée largement sur une économie de guerre? Voilà. Encore un dilemme pour un dirigeant de nos jours. Et c'est ça, un vrai dilemme. On va revenir bien sûr sur l'économie russe. Et justement, Sandrine Weiss, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il tient ce discours face à un auditoire, je disais, qui représente les BRICS élargis, 130 pays, voilà, et quasiment personne, aucune délégation officielle d'Europe ni britannique. Délégation américaine, Mathieu, pour la première fois en 10 ans. Je sais. Ah, vous prenez un raccourci, Stéphane, vous prenez un raccourci, vous impatientez pas, on va y arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces BRICS, sur le plan monétaire, eux, cherchent petit à petit à s'affranchir quand même du dollar roi. Ils cherchent à créer quand même leur propre réseau sanguin entre eux. Oui, mais à ce stade, c'est difficile de faire l'économie du dollar dans le commerce international. Ce qui est intéressant sur l'économie russe, c'est qu'elle ne se porte pas très bien, certes, mais elle ne se porte pas très mal non plus. La dernière prévision du FMI récente, c'est 1,1% de croissance en 2026, à peu près l'équivalent de ce qu'on avait en 2025. Donc, c'est évidemment pas mirobolant, mais c'est pas catastrophique. Alors, on peut s'étonner de ça. Il est vrai que dans l'économie russe, il y a ce qui fonctionne bien et ce qui est lié au complexe militaro-industriel, et le reste, non, ça fonctionne effectivement pas. On peut s'interroger aussi sur l'effet des sanctions européennes. Effectivement, l'Union européenne n'est pas invitée. Je rappelle que on a voté le 20e train ou paquet de sanctions il y a à peu près un mois. Ces sanctions économiques, elles ont commencé pas seulement en 2022, elles avaient commencé déjà en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée, et puis elles se sont renforcées en 2022 et elles touchent plein de secteurs. Alors on peut s'étonner que ça fonctionne pas. Et en même temps, ces sanctions, Sandrine, elles ont permis aussi à Vladimir Poutine de pivoter très vite vers des solutions alternatives et de renforcer son business avec la Chine et l'Inde. Et donc quelque part d'accélérer son projet de faire émerger un ordre alternatif à l'Occident. C'est peut-être aussi ça qui est en train de se passer. Oui, il s'est tourné effectivement vers ses partenaires que vous citez. Et puis la Russie a réussi aussi, grâce au désengagement de certains industriels français, à développer elle-même des industries, donc à acquérir des niveaux d'expertise un petit peu plus grands. Donc ça développe aussi la Russie. Et puis il y a aussi un contournement des sanctions, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu par exemple qu'au Kirghizistan, il y avait beaucoup d'exportations de l'Union européenne, et on peut supposer que ça passe ensuite en Russie. Donc ça
fonctionne pas si bien, mais c'est intéressant ces sanctions parce qu'il faut les prendre, évidemment, on le fait avec d'autres régimes autocratiques, mais elles fonctionnent moins que prévu et surtout pas à court terme. Et on n'a jamais vu, sauf erreur de ma part, un régime s'effondrer du jour au lendemain parce qu'on avait pris des sanctions. Quand on prend des sanctions, il faut savoir qu'un régime autocratique, il est moins intéressé que d'autres pays démocratiques par le bien-être de sa population. Donc on peut effectivement provoquer des étranglements dans certains secteurs, le dirigeant peu lui importe. Et puis l'autre chose, c'est qu'un dirigeant autocratique n'a pas le nez sur le calendrier électoral. Donc il n'a pas cette peur des sanctions. Vous parlez du bien-être de sa population. J'ai découvert que ils ont un fonds souverain qui s'appelle le Fonds national du bien-être, et en fait qui gère en Russie les recettes pétrolières. Ça, c'est peut-être aussi un autre aspect intéressant, c'est blocage du détroit d'Ormuz, prix du baril qui grimpe à $100, d'un coup rué vers... Ce fonds souverain n'est plus ce qu'il était non plus. Ils ont beaucoup pioché dans le fonds souverain, donc ils ont beaucoup utilisé. Il a fondu comme neige au soleil. Le pétrole au soleil. C'est ça, donc là c'était aussi un baromètre des sanctions occidentales, il a fondu comme neige au soleil, mais en même temps on a un baril qui est remonté à $100 et c'est un peu le jackpot budgétaire aussi pour Poutine. Avec des pays européens qui mettent la pédale douce d'ailleurs sur les questions énergétiques et qui soudainement trouvent de petits trous de souris pour laisser revenir l'énergie russe très discrètement sur les marchés européens et internationaux parce qu'on en a besoin. Donc on est prêt pour la vertu à déployer ces paquets de sanctions et en même temps, par la porte d'en arrière ou par le trou de la souris, laisser revenir de l'énergie abondante russe et avec un gros matou au Kremlin qui s'en lèche les babines, évidemment. Mais au total, il y a quand même je dirais presque des avantages à traverser de pareilles crises. Si demain matin, il fallait qu'on soit privé en Europe des cartes de crédit américaines, on l'a tous compris, on ne saurait plus faire nos paiements. Or, les Russes, aujourd'hui, se sont créés une zone d'autonomie avec d'autres pays, avec la carte MIR, parce qu'évidemment, il n'y a plus de Visa, il n'y a plus de Mastercard. Alors, les crises peuvent aussi favoriser. Il a évoqué d'ailleurs, j'ai écouté tout à l'heure, là, il y a une heure, Vladimir Poutine, qui évoque cette question des cartes de paiement en disant faites comme. Consulté, il a dit aux autres, aux 130 pays, faites comme moi, affranchissez-vous de tout ce qui peut nous rendre dépendants des systèmes américains. Nous sommes des colonies numériques des États-Unis et les Russes le font valoir d'ailleurs. Affranchissez-vous, oui, parce qu'il y a des enjeux de sécurité nationale, d'autonomie, et ça parle à tous les Européens, ça parle aux Canadiens que je suis aussi, parce que nous n'avons pas les leviers essentiels stratégiques sur nos destins numériques. Et alors, vous le disiez aussi, symboliquement, là c'était la première depuis plusieurs années, il y a une délégation américaine officielle qui est arrivée à Saint-Pétersbourg, Romuald. Là aussi, alors j'ai vu que c'était le président de la commission des Beaux-Arts, qui est un proche de Donald Trump. D'un côté, on pourrait se réjouir de cette ouverture, évidemment. Il vaut mieux qu'il y ait du dialogue que du non-dialogue. Mais ce qui s'illustre sous nos yeux ici, c'est le nouvel ordre international voulu par l'administration Trump-Vance. Une fois encore, Trump de haut n'a rien à voir avec le premier Trump. Ce n'est pas un homme isolé qui est arrivé au pouvoir l'année dernière. C'est un homme qui est arrivé accompagné de l'extrême droite américaine, une extrême droite ultra-radicale qui a des objectifs aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Et pour l'extérieur, on y est en plein. Nous mettre à bas le système multilatéral post-45 et nous ramener dans un ordre, non pas dans un désordre, mais pour eux dans un ordre bismarckien, en référence au chancelier Bismarck allemand, c'est-à-dire un ordre où règne le bilatéralisme, les relations d'État à État, où les alliances sont de circonstance, et on fait fi de la justice internationale, du droit international et des organisations internationales. Et donc, dans ce nouvel ordre mondial, on va vers où soit notre instinct nous dit d'aller, ou soit où les circonstances nous poussent à aller. Et Donald Trump il n'a pas tort de réchauffer les relations avec la Russie, mais il le fait au détriment d'autres partenaires, de façon parfois un peu grossière. Et là, ce que l'on voit, c'est s'illustrer de par cette présence, ce nouvel ordre où les alliances sont de circonstance. Et dans la symbolique, il ne faut pas quand même sous-estimer le poids des institutions internationales qui existent depuis des décennies et décennies. Il y a un défi jeté à ces institutions. J'ai été pendant 10 ans, j'ai eu mon bureau pendant 10 ans à l'ONU. Juste, c'est pas pour me faire de l'autopromotion. J'ai écrit 6 livres sur l'ONU. Je suis la seule personne à avoir interviewé tous les secrétaires généraux. Vraiment, j'ai été l'avocat. Mais arrêtons. Les institutions multilatérales sont moribondes. L'ONU est une naine sur la scène politique internationale. L'ONU, il y a une panoplie des institutions internationales de toutes sortes.
Ils sont là et ils ont leur place. Et de dire qu'on va passer d'un ordre international à un autre du jour au lendemain, même pendant une seule présidence, je crois qu'il faut être plus prudent. Je permets juste de vous répondre. C'est un débat qu'on va pas s'étendre trop longtemps. Bien sûr, vous avez, attention, je suis un avocat du multilatéralisme et de l'ONU. Je répète, des 6 livres, 7 documentaires, des dizaines de conférences. Mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le système ONU, avec ses grandes agences humanitaires, de développement, oui, existe et continuera à œuvrer. Le système multilatéral tel que nous l'avons rêvé, instauré en 1945, est mort. Ce n'est pas Trump qui l'a tué. Il est fragilisé, pas mort. Il y a encore je pense que la messe est dite, européenne qui fait sa place. Il est peut-être pas encore mort, mais il est quand même là vraiment en état de... L'ONU ne se relèvera pas. Ce n'est pas Trump. C'est pas Trump. Ça a quand même commencé il y a... Non, c'est déjà utilisé. Il y a déjà un copyright là-dessus. Oui. Mais ce qui est amusant dans ce que vous disiez, Mathieu, sur la délégation américaine, c'est que symboliquement, d'abord, c'est vrai, c'est le président de la commission des Beaux-Arts qui est entouré de gens qui ont été nommés par Donald Trump récemment, qui ont pour responsabilité, entre autres, de faire en sorte que Washington, capitale, qui se veut la capitale de l'Occident, de la plus grande puissance aujourd'hui, soit harmonieuse, soit réponde au canon de l'esthétique néoclassique, parce que c'est un peu ça aussi, sinon que c'est un Français. Puis il a signé un décret pour rendre l'architecture plus belle. Plus belle. Alors, Donald Trump va faire ça, mais c'est pas un hasard, donc, s'il est dans une ville impériale, alors qu'on se prépare à refaire Washington avec la construction d'un arc de triomphe, avec toutes sortes de choses qui bousculent le paysage. Et on envoie le président de la commission des Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg, où, évidemment, l'architecture monumentale est très présente. C'est très intéressant. D'ailleurs, on va revenir sur les symboles impériaux après une pause dans quelques minutes. Avant, ce que je trouve passionnant en vous écoutant, c'est que, en fait, ça montre bien ce débat entre vous que le monde se cherche. Le monde se cherche un modèle. On voit bien que l'ordre hérité de 45, il est totalement percuté par ces nouveaux empereurs qui s'imposent, par cette vision hémisphérique de Donald Trump. Et là-dedans, il y a aussi des voies alternatives qu'on voit émerger peut-être aussi en Occident. J'aimerais vous faire écouter, ça date d'il y a quelques mois, mais c'était à Davos, le Premier ministre canadien, Mark Carney, qui lui propose et depuis devient l'ambassadeur d'une alliance des puissances moyennes. Écoutez-le. Notre conviction, c'est que les puissances intermédiaires doivent agir ensemble, parce que si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu. Mais je dirais aussi que les... Ah, voilà, bon, c'était. Si on n'est pas à la table, nous sommes au menu, disait Mark Carney à Davos. Il appelle à une alliance des puissances moyennes. Moi, j'ai le sentiment qu'on a quand même, j'allais dire l'Occident, l'Europe en tout cas, pédale un peu dans la semoule et cherche un espèce de modèle pour trouver sa place entre Xi Jinping, Trump et Poutine. Alors, est-ce que cette alliance des puissances moyennes, c'est la bonne solution, Stéphane? Je serai le fâcheux avec une formule peut-être un peu lapidaire, mais je crois que cette alliance des puissances moyennes, c'est un peu ce regret que ces puissances moyennes ont de vivre dans un monde où le droit international n'est plus respecté. C'est le prix de consolation, le droit international, pour les petites puissances. Les grandes puissances en sont affranchies depuis toujours. Aujourd'hui, elles le font sans aucun complexe. Et cette alliance des puissances moyennes, soit, mais il faut voir qu'elles se sont présentées en ordre dispersé à Pékin, avec entre autres Mark Carney, qui a été un des premiers, avec Keir Starmer, qui ont essayé de créer un nouvel axe et de faire pression sur les États-Unis en disant, voyez, on est capable de développer des relations avec les Chinois. Tout le monde se présente en solo, avec le résultat que les Chinois les regardent arriver avec un petit sourire, disent oui, ça y est, c'est bon. Et rien ne sera obtenu ni par l'Europe, ni par le Canada, ni par les Anglais de substantiel. Peut-être qu'à la marge, il y aura quelques petits succès diplomatiques, mais les Chinois ont leur plan de match et ils n'incluent pas de partager le gâteau avec quiconque. Bien sûr. Donc, cette alliance des puissances moyennes, soit, tant mieux peut-être, mais elles n'ont pas rouvert le détroit d'Ormuz, on dira les Américains non plus, mais la vérité, c'est que dans ce monde de prédateurs, les herbivores que sont les puissances moyennes, en tout cas, ce qui est... Pardon. Oui, Sandrine Weiss, juste parce que vous êtes branché sur le commerce international. Comment est-ce que, justement, avec vos lunettes de commerce international, vous voyez ce monde qui se cherche, qui se referme, qui se protège, qui est percuté du matin au soir? Le commerce international n'a plus de boussole. Ça, c'est une première peut-être depuis 70 ans. Mais quand même, l'union fait la force. Donc, l'union des puissances intermédiaires fait la force, même si elle est limitée. Et c'est la raison d'être de l'Union européenne
européenne. On l'a vu par exemple dans un exemple récent sur les relations avec la Chine. Il y a une taxe qui avait été votée uniquement par la France qui touchait les colis chinois petits, de petite taille, qui entraient. Et on s'est aperçu que cette taxe ne fonctionnait pas parce que la Chine, grâce à son réseau incroyable de distribution qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, arrivait à passer par d'autres pays, pas taxés, et ensuite la marchandise arrivait très vite en France. Et on s'est aperçu que la seule riposte possible, c'était une riposte européenne. Et en prenant une mesure qui va entrer en vigueur à l'été prochain, une mesure qui inclut tous les pays européens, effectivement, on va pouvoir taxer. Donc moi, je pense que l'Union... Vous voulez dire que tel lot, le colis va toujours trouver son petit passage pour arriver à une destination peut-être inconnue et malgré les soubresauts. En fait, contrairement aux États-Unis qui font des grandes annonces à leurs dirigeants, la Chine avance à bas bruit. Le commerce extérieur chinois, il est incroyable. Dans les déséquilibres mondiaux, c'est bien un problème. C'est-à-dire qu'il y a un déficit commercial abyssal et l'excédent commercial de la Chine, c'est 6% de son PIB. Les déséquilibres macroéconomiques qui seront au cœur du G7 d'ailleurs, que préside la France, qui aura lieu la semaine prochaine. Ce sera d'ailleurs au cœur de notre Experts sans frontières la semaine prochaine. Ce sera à Évian. Peut-être... la dernière sous ce format-là, à vous écouter tout à l'heure, puisque c'est la fin du multilatéralisme, Steven Ecovitch. On marque une courte pause et après on va filer aux États-Unis, essayer de comprendre ce qui se passe avec ces primaires où on sent que Donald Trump fait encore la pluie et le beau temps, malgré les sondages. À tout de suite. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans Les Experts sans frontières avec Romuald Sciorra, chercheur associé à l'IRIS, Sandrine Weiss, journaliste franco-hongroise, spécialiste du commerce international, Stéphane Bureau, journaliste québécois, spécialiste des États-Unis, animateur et producteur du podcast Contact, et puis Steven Ecovitch, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. J'aimerais qu'on file maintenant aux États-Unis. Cette semaine, il y avait des élections tests hyper intéressantes qui n'ont pas été tellement suivies finalement en France. Ce sont les primaires, Stéphane. Qui donne un peu la couleur sur les midterms qui auront lieu au mois de novembre. Voilà. Moi, de ce que j'ai compris, alors vous allez me dire ça parce qu'avec mon prisme franco-français, je me plante peut-être totalement, mais moi j'avais l'impression que Trump était quand même assez malmené dans les sondages, que justement, sans Bourban en Iran, etc. L'un n'exclut pas l'autre. Voilà, et que justement, quand on regarde état par état ce qui s'est passé, on se rend compte qu'en fait, il tire les ficelles, quoi. Il me fait penser à l'empereur qui lève le pouce, en fonction, et ça marche. Alors, il peut être malmené dans les sondages et pour autant avoir encore beaucoup d'ascendance sur son parti. C'est ce qu'on mesure dans ce cycle d'élections primaires, parce qu'il y avait un gros rendez-vous ce mardi, mais il y a des primaires depuis quelques semaines déjà, et le président Trump règle ses comptes avec ses ennemis au sein de sa famille politique, chez les républicains. Par exemple, en flinguant un vétéran sénateur de la Louisiane, Bill Cassidy, qui avait eu la très mauvaise idée en 2021 de voter pour la destitution du président au moment de l'attaque du Congrès. Le président a la mémoire longue comme un éléphant et a fait en sorte que dans cette primaire, il perd. Donc, il avait voté contre la réforme fiscale aussi, je crois, contre la One Big... Donc, il ne sera pas, en novembre prochain, candidat, parce qu'il a été défait dans une primaire au sein de son parti. Monsieur Massey, qui est un de ses représentants au Congrès, républicain, capable de critiquer le président, a été, je dirais, la victime d'un rouleau compresseur de moyens qui se sont déployés contre lui pendant une élection primaire. 25 millions de dollars. Ah, plus que ça, c'est 35 millions. 35 millions qui ont été déployés avec, entre autres, le bras armé de l'influence israélienne aux États-Unis, EPAC, qui est le PAC, le Political Action Committee, qui a déployé jusqu'à 10 millions de dollars pour défaire Tom Massey, qui, sur la question de l'alignement américain sur les positions d'Israël, était très critique. Et là, donc, le président, c'était la convergence des luttes entre le président et l'argent de son allié. Il faut voir que EPAC est très influent aux États-Unis, comme le lobby des armes à feu, et ils ont livré une guerre ouverte à visière levée, qui a évidemment coûté la vie politique à ce vétéran. Le professeur d'histoire a dit un petit mot sur l'histoire des primaires. Les primaires sont assez récentes dans l'histoire américaine, les 60 dernières années, disons. Avant, c'était vraiment les barons du parti, la machine politique qui décidait qui allait être candidat en fonction de leur possibilité de gagner une élection. Mais on voulait démocratiser cette fonction en instituant des primaires. Mais les primaires, ce sont des élections. Et les élections coûtent cher. Donc, par rebond, on a donné plus de pouvoir
à l'argent par le biais des primaires. Et le cas dans le Kentucky est l'exemple formidable de le poids de l'argent. Et en plus, dans les primaires, ce sont des plus zèles, ce sont les extrêmes qui sont les plus motivés. Donc, ça déforme le paysage politique. Donc, et en effet, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup d'argent dépensé dans les primaires. On a vu que les extrêmes, et Donald Trump appuie sur les extrêmes, mais le problème, c'est que lors de l'élection générale, après, ça pourrait se retourner contre le président. Exactement. Si on va vers les extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite, d'ailleurs, on a vu dans l'histoire des États-Unis, il faut se recentrer pour gagner, normalement, pour gagner une élection. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que la marque Trump, elle marche bien. Parce que j'ai été voir, par exemple, dans l'Iowa, il y a un candidat républicain, j'ai plus son nom, mais qui a gagné contre toute attente, et c'était celui qui, en gros, imitait le mieux Donald Trump. Oui, mais il n'a pas gagné. C'est le candidat de Trump qui n'a pas gagné cette primaire. Mais c'est un des rares cas où l'homme, parce que c'est souvent des hommes qui étaient appuyés par le président, ne l'a pas emporté. Au Texas, c'est très fort parce que c'est le procureur général, M. Paxton, qui l'a emporté dans cette primaire, donc a défait dans la primaire le sénateur du Texas, qui était aussi un ennemi du président. Aux yeux du président. Et ce M. Paxton va avoir beaucoup de difficultés à l'emporter en novembre prochain. D'abord parce qu'il traîne plein de casseroles. Sa femme dit qu'il est un menteur forcené. Donc, il y a quelque chose d'aberrant que le président puisse imposer sa ligne à un parti qui aura à vivre avec les conséquences en novembre prochain, où là, ça pourrait être plus difficile pour les républicains, justement compte tenu de ce que vous dites, parce que les candidats seront peut-être plus radicaux que ce que désirent les électeurs. Et en tout cas, moi, ce qui me fascine aussi dans cette séquence, Romuald, c'est que je reviens toujours sur cette notion d'empereur chez Donald Trump, c'est que finalement, les vainqueurs sont ceux qui marquent le plus une forme de loyauté. Il y a un côté clanique, il y a un côté mafieux, non pas uniquement dans la manière de gouverner ou de régenter la politique internationale en enlevant des chefs d'État et en faisant chanter d'autres. Dans le comportement quotidien de Donald Trump, il y a effectivement ce côté Godfather. Mais pour revenir à la popularité du président, il faut toujours relativiser les choses. Effectivement, 60% des Américains à peu près sont opposés à la politique de Trump, mais il en reste donc à peu près 40% qui continuent à le soutenir. Ça dépend de la question, ça dépend du dossier. Oui. Sur l'économie, c'est... En gros, en gros, entre 37 et 40%. Mais sur les dossiers qui comptent, comme l'inflation, l'économie... Oui, mais peu importe, il y a quand même entre 37 et 40% des Américains qui soutiennent Trump. C'est quand même un chiffre qui ne ferait pas lire d'envie Emmanuel Macron. Mais même 33, c'est quand même un chiffre qui ne ferait pas lire... 33, c'est catastrophique. Non, oui. Mais ça, c'est votre prisme. C'est votre prisme. Regardez les choses telles qu'elles sont. Et une fois encore, je suis démocrate, j'ai ma carte du Parti démocrate, je passe mon temps à écrire des livres contre Trump, donc je ne me réjouis pas de ce que je suis en train de dire, mais j'essaye d'être lucide. Je ne dis pas que vous n'êtes pas lucide. Mais je dis que quand on a 40% de taux d'approbation, voire 33, c'est très mauvais, mais ce sont encore des chiffres qui ne feraient pas lire d'envie Emmanuel Macron et surtout François Hollande en son temps. Ce sont des chiffres meilleurs que Bush en son temps. Non, par contre, où Trump est fébrile, c'est de voir une partie de sa base, Maga, et là je vous rejoins, qui a tendance à s'éloigner de lui. Et pour rebondir sur ce que dit notre ami Stéphane, oui, les choses seront très différentes en novembre. J'ai cru comprendre que dans sa base MAGA, qui a un spectre très très large, il y a notamment ceux qui commencent à le délaisser, sont finalement la classe ouvrière ou populaire dans des régions plutôt rurales et qui voient d'un très très mauvais œil tout le discours autour de l'IA, des data centers, etc. Où là, on est loin de l'industrie lourde, on est loin de ce qui peut créer de l'emploi, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal à cette base. La base électorale de Trump, c'est deux choses. C'est le mouvement MAGA, c'est ses 40%, parce qu'il a un plancher béton et un plafond qui n'est pas très, très élevé. Donc, il monte rarement au-dessus de 47-48%. Mais ce plancher béton, il est avec lui. Ce qui lui a permis de gagner les élections présidentielles la dernière fois, la martingale, c'est qu'il a fédéré autour de ce socle béton des électeurs, par exemple, démobilisés qui n'ont pas l'habitude d'aller voter, de jeunes hommes particulièrement, d'aller chercher des électeurs noirs américains qui n'avaient pas l'habitude de voter républicain, peu, mais néanmoins. Donc, il a fédéré autour
autour de lui des gens qui, habituellement, n'étaient pas nécessairement dans la famille républicaine, qui étaient et sont désabusés de ce qui se passe. Ça peut ressembler à certains égards à ce qu'on vit en France. Des électeurs qui ne seraient pas naturellement tentés, par exemple, par le Rassemblement national, mais qui se disent, après tout, on a tout essayé, c'est un échec. Pourquoi pas? Il y avait un peu de ça. Aujourd'hui, tous ceux qu'il était allé chercher à la marge se posent des questions, sont même dubitatifs ou sont absents. Donc, dans une perspective... Mais c'est le cœur des stratèges. C'est ce que Boris Johnson avait fait. Où sont les électeurs qui ne votent plus? C'est ce qu'il avait fait aussi en Grande-Bretagne. Voilà. J'aimerais maintenant qu'on aborde avec vous... Enfin, il y a un thème, je voulais en profiter parce qu'on a un plateau aussi qui est très américain et canadien ici avec nous. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur tous les symboles impériaux qui, personnellement, me fascinent, qui se multiplient dans cette présidence Trump à l'approche de son anniversaire, de ses 80 ans. Ça va être le 14 juin, et des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Ça va être le 4 juillet. Donald Trump veut du faste, il veut des symboles. Il est en train de faire construire un énorme octogone qui fait plus de 2 fois la surface de la Maison-Blanche, devant la Maison-Blanche, où il va organiser des combats de MMA, donc sport ultra violent et hyper populaire. J'aimerais vous faire juste écouter, pour vous mettre dans l'ambiance, un clip promotionnel que j'ai été trouvé de l'UFC, c'est Ultimate Fighting Championship, c'est un peu la NBA du MMA. Regardez ça. Where it is, when it is, what it represents, everything about this makes this the most historic sporting event of all time. Voilà, donc là c'est vraiment ce que je trouve fascinant, Romuald, c'est que là c'est le Colisée, quoi. C'est le Colisée contemporain, c'est les gladiateurs, c'est la sueur, c'est voilà. Mais ça marche, mais ça plaît à une grande partie des électeurs. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, vous avez tout à fait raison, Sandrine, vous parliez des électeurs, ce qu'on appelle un peu péjorativement les rednecks, les classes voire paupérisées ou populaires. Écoutez, ça touche ces électeurs, et Trump est un génie de la communication, c'est un grand politique. Il a bien conscience que cette partie de son électorat déçu par ce dont vous parliez, par la guerre en Iran, touché au portefeuille, aurait tendance à s'éloigner de Donald Trump pour la première fois depuis plus de 10 ans. Et ça les charme, ça leur parle. Ce n'est pas, c'est de la mégalomanie, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi de la communication. C'est de la communication, et vous me disiez, Sandrine, c'est très ça. C'est avec nos lunettes d'Européens, c'est difficile à comprendre. Oui, c'est ça. On aime bien critiquer Trump. Moi, je me garde toujours de critiquer un dirigeant d'un pays qui représente le quart du PIB mondial. Moi, je dis quand même chapeau, c'est un géant économique, les États-Unis. Et c'est vrai qu'on regarde avec un prisme très européen, mais ça fonctionne aux États-Unis. C'est-à-dire que ces discours très positifs, on est les meilleurs, qui nous semblent très simplistes, en France, ça ne fonctionnerait pas, mais aux États-Unis, ça fonctionne. Et puis, l'absentéisme est tellement grand aux États-Unis, il est abyssal, donc c'est difficile de prévoir le résultat des élections. Et puis pour terminer, le consommateur américain, le citoyen américain, c'est un consommateur. Donc ce qui va jouer, c'est pas le discours idéologique, est-ce que c'était bien d'aller en Iran, c'est le galon. On va arrêter, voilà, et est-ce qu'il y aura de l'inflation liée effectivement au galon ou liée à tout le cycle de production, parce que l'inflation, elle est générée par l'augmentation du pétrole. Donc c'est ça qui va jouer finalement. Donc ces discours très enthousiasmants, ça fonctionnerait pas chez nous, ça fonctionne là-bas. Et puis ce qui va jouer... c'est vrai qu'on fonce, et moi le premier, peut-être trop tête baissée dans la société spectacle qu'orchestre Donald Trump, mais au bout du bout, c'est pas un match de MMA qui va faire oublier le prix de l'essence. Il y a quand même l'Arc de Triomphe, quand même le premier président qui signe des billets de banque dans l'histoire américaine. Il a sa face sur une pièce qui a été gravée. Et qui rêve d'imprimer des billets de $250 pour le 250. Il veut sa tête. C'est du jamais vu ça dans l'histoire des présidents des États-Unis. Et le passeport, Mathieu, quand même, toute personne qui va renouveler, en tout cas un certain nombre de personnes qui va renouveler dans les prochains mois son passeport, aura le visage de Trump avec 10 ans. Ça marcherait pas. Ah non, vous imaginez Emmanuel Macron qui ferait. Donc on est quand même dans une présidence impériale. Et ça, c'est pas procédure les électeurs. Juste autre symbole encore, cette arène dont je vous parlais, où vont se passer ces combats de MMA, qui fait 2 fois la taille de la Maison Blanche juste devant, on se dit c'est temporaire. Eh bien pas forcément, parce que écoutez, Donald Trump, lui, il a un exemple en tête, et il a fait un post cette semaine sur TikTok pour dire comment il voyait l'avenir de son arène des gladiateurs. Écoutez-le. Quand la tour Eiffel a été construite, elle devait être démontée immédiatement après l'exposition universelle. Puis les Français se sont dit « on l'aime bien ». Alors ils ont décidé de la laisser un peu plus longtemps. Ce que nous construisons devant la Maison-Blanche plaît à beaucoup de gens. Et je me dis que cette structure, peut-être que nous ne la démonterons jamais. Voilà.
Du pain et des jeux, Mathieu. Alors, on a les jeux. Du pain et des jeux. On a les jeux. Et clairement, ça sera un grand spectacle. Le président en parle depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Donc, c'était clairement dans le collimateur. Mais c'est aussi une métaphore de l'Amérique, le combat ultime. Les arts martiaux mixtes, c'est la virilité, certainement, mise en spectacle. Mais c'est aussi cette idée du jusqu'au boutisme. Et ça plaît. Il y a un public. Le président Trump est souvent vu dans ces grands rassemblements. D'ailleurs, accompagné de ses ministres, c'est presque aujourd'hui une figure obligée. Il faut être présent avec le président lors de ses déplacements à Miami et ailleurs. Ça dit quelque chose. La construction de l'Arc de Triomphe, alors il faut voir pour le 4 juillet, s'ils arrivent à construire, ça risque d'être plutôt du toc. Non, là, il a fait un décret pour lancer la construction, mais je crois qu'elle doit faire 26 mètres de plus que celle que Napoléon avait commandée pour Paris. Donc il veut l'arche la plus haute du monde. Ça va défigurer la ville qui est, du reste, pour y avoir vécu, magnifique. Et qui sera logé derrière le Lincoln Memorial, qui est le point d'aboutissement de ce qu'on appelle le Mall, qui est cette grande perspective qui se déroule au pied des marches du Capitole jusqu'à ce monument à Lincoln, avec entre les deux l'obélisque, la fameuse reflecting pool, cette piscine, ce bassin plutôt, que le président est en train de repeindre. Des gros travaux de réfection avec cette surprise, ça coûtera plus cher que ce qui était annoncé, avec un fond coloré, le bleu du drapeau. Tout ça va changer probablement durablement la figure de la capitale avec la Maison-Blanche qui est en travaux. D'ailleurs, il demandait 1 milliard au Congrès pour faire en sorte que cette aile qu'il construit soit parfaitement sécurisée pour que les services secrets puissent avoir le dernier mot. Là, ça a été un peu... Steven, j'aimerais bien avoir votre regard, votre avis d'historien sur... J'ai regardé le décret qu'il avait signé, Donald Trump, pour rendre l'architecture plus belle à Washington. Et dans le premier article de ce décret, il se met quelque part dans la lignée des pères fondateurs qu'il cite. Et il cite George Washington et Thomas Jefferson, qui était son secrétaire d'État à l'époque, en disant, regardez, eux ont voulu rendre aussi belle la capitale Washington DC en s'inspirant d'Athènes et de Rome. Et donc moi, je vais faire pareil. Mais quand on voit le faste aujourd'hui qui entoure Trump, est-ce qu'il n'est pas à l'opposé de l'esprit des pères fondateurs? Évidemment, et complètement. Et d'ailleurs, ça marche de moins en moins bien auprès du public américain, parce qu'après tout, ce sont des lieux civiques sacrés aux États-Unis. Donc, il y a une certaine profanation. Et les Américains, pas tous, bien évidemment, il y a une base qui est certainement appuyée sur ce genre de folie, mais quand même, c'est une profanation. C'est aussi cet acte de triomphe va être aussi une profanation de cimetière de Arlington qui va jeter un ombre dessus, si vous voulez. Donc, c'est trop grandiose, c'est trop dynastique, c'est trop impérial. J'ai appris cette semaine que George Washington avait viré un premier architecte français qui s'appelait Charles-Henri L'Enfant. Charles-Henri L'Enfant, je crois, qui l'avait viré. Qui est comme le vrai architecte de Washington. C'est lui qui a fait Washington, mais sur la Maison-Blanche, il avait voulu faire quelque chose de trop fastueux. Voilà. Donc, fondamentalement, George Washington était un républicain. Puditaire. Mais là, il était comment on dit, complètement attaché aux valeurs et institutions républicaines. Voilà. Mais il faut voir, la profanation, elle est parfaite, parce que cet arc de triomphe va être bâti entre la résidence du général Lee, qui était une figure sudiste de la guerre de sécession, dont la résidence était justement à Arlington, et le monument à la mémoire du président Lincoln. Et cette espèce de communication entre les deux, c'est ce trait d'union informel, cette volonté de cautériser la plaie entre l'Amérique du Nord et du Sud pendant la guerre civile. Et aujourd'hui, Donald Trump, sa suggestion, c'est de construire un arc de triomphe qui va venir absolument rompre ce fil invisible qui lie les deux et qui était voulu. On parlait de profanation. Oui. Voilà un exemple de profanation. Voilà. Si ça se réalise, cet arc de triomphe, c'est pas sûr que ça va aboutir à être finalement construit. Mais... En tout cas, il a prévu de faire graver son visage dessus.
Washington ayant son visage sur l'Arc de Triomphe à Washington. Sérieusement, il a prévu de faire graver ça. D'accord. Enfin, il aurait raison de se priver. Hein. S'il est dans les passeports, sur les billets de 250 qui n'existent pas encore, mais qu'il veut, lui, ne pas se mettre sur son propre Arc de Triomphe. Mais ce qui est assez fou, Sandrine, c'est qu'il développe en fait sa présidence comme il développait ses affaires quand il était promoteur. C'est un promoteur à la tête de la première puissance économique du monde. C'est une bonne analyse. Là, c'est la franchise Trump. Oui, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, surtout depuis la vieille Europe. Mais voilà, vu de la vieille Europe, on ne s'y attendait pas. J'aimerais qu'on termine ces experts sans frontières par vos cartes blanches respectives. Ce sont des articles ou des médias ou des livres ou des événements que vous avez choisis de vos pays respectifs. Sandrine, je commence avec vous. C'est un article du média hongrois, n'est pas ça va. Je le prononce bien prononcé. En plus, avis aux amateurs, il est en vente parce que aujourd'hui, il paraît depuis une semaine juste en ligne. C'était un titre papier qui est en vente si ça intéresse quelqu'un parce qu'il était soutenu par des oligarques. Il est en vente et c'est un article sur Peter Magyar qui n'empêchera pas le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui est un symbole très fort. Alors déjà, il est venu en France, il a été reçu cette semaine. Donc on voit ces deux dirigeants hongrois et français, c'est pas la même taille de pays quand même, qui ont à peu près le même âge. Et effectivement, il ne s'opposera pas à l'adhésion, enfin à l'entrée dans le process un peu long de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il posait une condition qui était quand même assez symbolique, qui était la reconnaissance des minorités hongroises en Ukraine, parce qu'il y a des minorités hongroises en Ukraine, et Zelensky ne s'y oppose pas non plus. Et puis dans l'article aussi, qui reprend des éléments de l'interview qu'il a donnée au Monde, on rappelle que Peter Magyar a invité Emmanuel Macron à venir célébrer le 70e anniversaire du soulèvement hongrois du 23 octobre 1956, donc à l'automne 2026. Donc on verra si Emmanuel Macron répond à cette En tout cas, c'est le grand... voilà. En tout cas, en vous écoutant, et allez tous lire cet article choisi par Sandrine Weiss. C'est le grand retour de la Hongrie sur la scène européenne après les 16 ans, 17 ans après les 16 ans de l'ère Orban. Romuald, vous avez choisi un article du New York Times sur une nomination de Donald Trump. Oui, celle de son avocat comme ministre de la Justice. Il l'était pour l'instant à titre provisoire. Juste, cela illustre ce dont je parlais tout à l'heure, ce côté de présidence mafieuse. Lorsqu'on est un président qui trimballe déjà tellement de casseroles, appointé, nommé comme ministre de la Justice son propre avocat, c'est quand même quelque chose de très rare. Mais on revient à ce qu'on disait sur... la présidence clanique clanique, mafieuse, impériale, et sans complexe, surtout, sans complexe. D'accord. Et d'ailleurs, je vous recommande aussi un livre qui sort cette semaine, L'ennemi qui nous désigne, chez Gallimard, et où deux chercheurs américains signent, c'est fait par la revue Le Grand Continent, et je l'ai lu cette semaine, deux chercheurs américains qui décortiquent justement cette politique clanique de Donald Trump avec les trois sphères familiales, idéologue et soutien économique. Avec à travers ce prisme-là, on comprend mieux comment Donald Trump prend toutes ses décisions. Donc un article de Romuald à retrouver dans le New York Times. Steven, vous, c'est un article dans Le Monde sur Anthropic. Voilà, on revient à la discussion de départ de ce plateau, où Anthropic préconise d'instaurer une réglementation pour encadrer et peut-être suspendre ou au moins freiner le développement de l'intelligence artificielle. C'est ça. C'est son grand combat du moment. Voilà, mais je voulais aussi... C'est aussi un coup de com', comme vous le disiez tout à l'heure. Mais j'ai ajouté une deuxième chose, c'était un lieu. Oui, c'est la ville française. La ville française de Brissac, peut-être vous connaissez, c'est la ville forteresse de Vauban. C'est son chef-d'œuvre. Vauban, c'était l'ingénieur architecte militaire de Louis XIV. Ouais. Et parce que je voulais parler de Vauban, pour mettre Vauban, de l'emmener de nos jours. Pourquoi Vauban et anthropique. Voilà. Donc, pour trois raisons. Premièrement, les deux guerres qu'on est en train de regarder, de vivre, Iran et Ukraine, ce sont des guerres défensives. On est dans des logiques militaires de siège. Vauban était le champion de
de siège. Voilà. Ouais. Deuxièmement, Vauban, dans son œuvre, a aussi, partout où il a voyagé en France, il a récolté beaucoup de données pour mieux comprendre la France. D'une certaine façon, c'était un précurseur des data centers de nos jours. Hein. J'aime bien cette idée. Troisièmement, Vauban était un précurseur des Lumières. Et comme les Lumières voulaient encadrer la violence organisée qui était les guerres par les règles, espérons que Anthropique peut aussi instaurer une certaine réglementation pour freiner la violence de la guerre. Vauban, le premier agent IA. Allez, j'aime bien cette idée. On termine avec vous, Stéphane. Alors vous, c'est votre podcast Contact. Hein, je vous le recommande encore, il est formidable. Mais je recommande surtout la lecture du livre. Dernier, avec Frédéric Martel. Voilà, Frédéric Martel, qui avait écrit Sodoma, qui avait eu un énorme succès sur l'homosexualité au sein de l'Église catholique. Là, c'est une enquête sur les ennemis de l'Occident, ce qui les unit quand, a priori, ils ne devraient pas avoir envie de manger ensemble, que le Hezbollah puisse être objectivement l'allié de Pékin, donc une force séculière à côté d'un groupe armé qui est plutôt très religieux. Est-ce que c'est possible? Oui, parce qu'il y a un combat commun, c'est celui contre l'Occident. C'est une enquête. Alors, j'ai quelques Une enquête géopolitique de très long cours. Hein. Au très long cours, où il rencontre tout le monde. Alexandre Dugin en Russie, Steve Bannon aux États-Unis. C'est très, très, très fouillé. Il critique ses paroles, mais à tout le moins, on peut lire ce qu'ils ont à dire, parce qu'entre les guillemets, il est abondant dans les citations qu'il retient. C'est passionnant. Et donc, lisez Occident de Frédéric Martel et écoutez-le aussi sur le podcast Contact que vous animez et produisez Stéphane Bureau, journaliste québécois spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup. Sandrine Weiss, journaliste franco-hongroise spécialiste du commerce international. Romuald Sciorra, chercheur associé à l'IRIS. Et puis apparaître Lettre ouverte à Trump d'un Américain de papier, ce sera début septembre. Et puis bien sûr Stevan Ecovitch, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Les experts sans frontières, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end et tout de suite le journal de Stéphanie Colo. Les experts sans frontières sur BFM Business.